Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets-là. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti. Ok, et Mario. Oui. Merci beaucoup de m'accueillir dans tes locaux et très heureux de te revoir après tout ce temps. Oui, ça fait combien de temps? À minima 5 ans, voire 6 ans. Et parce que l'aventure Eik s'est finie il y a un peu moins de 6 ans maintenant. Donc ouais, ça doit être la dernière fois. Donc ça fait très longtemps. Oui, c'est dingue, hein. On dirait que c'était hier. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Puis bon, on va en reparler d'ailleurs de Yao parce que j'ai plein de questions à ce sujet, mais d'abord merci beaucoup d'avoir accepté. Je sais que tu étais très pris, donc merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. La première question que je pose un peu souvent sur ce podcast, c'est parce que bon, moi je te connais plutôt bien parce qu'on s'est un peu côtoyé, mais de savoir qui tu es, comment tu te définis, Mario. Oh, ça c'est sans doute une question importante parce que c'est la chose la plus importante au monde, savoir qui on est. Et puis dans toutes les décisions qu'on a à prendre dans la vie, il vaut mieux savoir qui on est et où on veut aller. Donc moi je suis Mario Piromali, je suis une personne qui n'était pas destinée au départ pour être chef d'entreprise. J'ai commencé ma vie professionnelle dans le domaine du service à la personne, dans la restauration plus exactement, et j'ai tout de suite su que c'était ma voie. Parce que c'était ce qui était le plus facile pour moi. J'étais à l'aise avec ça. Et j'ai continué dans la restauration classique, puis j'ai bifurqué dans la restauration rapide, et j'ai rencontré l'enseigne qui s'appelle McDonald's, et qui m'a complété ma formation, qui m'a beaucoup pris en main aussi, et m'a permis de devenir franchisé. Donc je suis une personne qui n'était pas destiné à être chef d'entreprise, qui l'est devenu parce que je sais qui je suis et parce que j'ai eu autour de moi des bonnes personnes. C'est très intéressant parce que tu relis le fait de se définir à la décision, qui est aussi le sujet du podcast, on y viendra, mais j'aime beaucoup ce lien et je sais, parce que pour t'avoir entendu quelquefois te présenter lors d'événements professionnels, tu as toujours cette approche très... Moi, le premier mot qui me vient, c'est très humble pour expliquer qui tu es et ce que tu fais. Et on y reviendra également avec Yao, parce que c'est un vrai sujet. Mais c'est une approche que j'ai toujours, et je profite de ce podcast pour te le dire, que j'ai toujours beaucoup aimé et ça m'a beaucoup inspiré pour dire, quand on me demande... ce que je fais, qui je suis, c'est pas besoin d'en faire des plats. C'est très intéressant. Et j'ai appris d'ailleurs, et tu l'as dit, que tu as commencé ta vie professionnelle, si on revient un peu sur ta vie professionnelle, dans la restauration. Pourquoi la restauration initialement? Parce que je pense que j'avais pas 10 000 possibilités pour commencer, mais j'avais et j'ai toujours un talent, c'est que j'aime servir. J'ai simplement utilisé ce que certains pourraient appeler un talent, un don, ou quelque chose qui m'était naturel pour le mettre à profit dans ma vie professionnelle. J'ai sans doute été dans une facilité. Ça m'a permis de rentrer très rapidement dans la vie active, de ne pas faire de longues études. Et là aussi, peut-être que j'étais pas assez courageux pour les études, mais courageux pour le travail. Et voilà, j'étais fait pour ça. Et
comme je le dis maintenant, je l'ai su bien après, hein, mais et sans doute tu m'as déjà entendu dire ça, mais pour moi, servir, c'est le plus beau métier du monde. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'endroit du monde dans lequel tu es, servir, c'est le plus beau métier du monde. C'est cette approche du service, d'ailleurs ça me fait penser au nom de l'entreprise. Maintenant je comprends le nom de l'entreprise qui est, moi je l'ai connu à l'époque, c'était Servimap. Donc on retrouve cette notion de service, je ne sais pas si c'est lié, mais voilà. Et c'est vrai que le service, moi j'ai toujours été dans le service également, c'est quelque chose, moi, que je trouve qu'on sous-estime et qui est effectivement très beau. Alors ça ne diminue pas la valeur de production d'autres métiers, mais c'est vrai que moi aussi j'apprécie beaucoup cette valeur de service. Et donc c'est ce qui t'a amené, toi, dans l'école, notamment l'école hôtelière. Alors j'ai appris de Strasbourg. De Strasbourg, absolument, voilà. Parce que j'arrive de l'Est de la France. Je me suis installé professionnellement ici à Rennes, en Bretagne. Mais oui, tu as raison, pour moi, certains pourraient dire les notions de service. Moi je dirais le service, la posture de service, le service pour l'autre, c'est quelque chose de naturel pour moi. C'est quelque chose d'assez aisé pour moi, facile. Et je pense qu'on a tous, si on a un peu d'humilité, un peu de courage, cette notion de service. Parce que pour servir les autres, il te faut de l'humilité. C'est pas facile dans la restauration d'aller vers un client. Quand il t'interpelle en te claquant des doigts ou quand il te demande de venir, il faut une certaine humilité. Et puis le faire vraiment avec un peu d'amour et lui apporter ce qu'il a demandé, il faut de l'humilité et puis du courage pour se dire voilà, il n'est pas mieux, il n'est pas moins bien que moi, je le respecte, parce que ce que je respecte le plus, c'est ce que ce client est venu chercher. Il est venu chercher, bien sûr, un plat de quelque chose, mais avec un service. Et pour moi, on peut adapter ça dans n'importe quel métier. Et que ce soit servir dans l'industrie, dans la restauration, ou servir aussi entre collègues pour faire avancer l'entreprise. Cette notion de service, rendre service, et qui amène à la compassion de l'autre pour savoir ce qu'il a besoin, pour apporter le service qu'il a besoin. Ça demande un état d'esprit. Je pense que beaucoup, nous l'avons en nous, ce truc-là. Il faut le développer. Il faut avoir l'humilité de le développer. Il ne faut pas avoir peur de le développer. Et une fois qu'on a compris, c'est facile. Moi, j'ai toujours été à l'aise avec ça. J'ai jamais eu de problème avec ça. Et je le répète, aujourd'hui, à 64 ans, je dis, servir, c'est le plus beau métier du monde. Cette notion d'humilité, c'est une notion qui t'est chère et que moi, je t'ai déjà entendu dire plusieurs fois. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as trouvé de manière, comme tu dis, un peu innée, ou c'est quelque chose qui, au travers de tes expériences, te l'a apprise? Parce que, par exemple, je prends souvent mon cas personnel, hein, moi, c'est pas quelque chose qui était inné au début. C'est à travers les premières expériences, notamment entrepreneuriales, que j'ai appris à... Ok, c'est... Je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui te guident dans la vie plus tard, en fonction de ce que tu as vécu dans ta jeunesse. Moi, je l'explique en partie comme ça. Je suis issu d'un milieu plutôt simple, humble, modeste, on va dire, et nous étions immigrés. Donc, quand tu es un fils d'immigré, tu ne la ramènes pas, parce que tu veux t'intégrer. Donc, l'humilité, elle vient de là. Et puis, tout d'un coup, cette humilité, elle devient ton amie. C'est pas grave. C'est pas un problème. Au contraire, tu t'aperçois très vite que face à cette humilité, il y a du respect pour beaucoup. Donc ça m'est venu de là, je pense. Et puis,
Encore aujourd'hui, je ne me force pas. Je suis celui que je suis. Je n'ai pas besoin soit de faire le malin, soit de... Je ne serai pas naturel. Je suis tel que je suis. Donc je suis plutôt humble. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout, que j'accepte n'importe quoi, et ainsi de suite. Mais je ne me force pas à être au niveau des autres, quels que soient les autres. Et c'est une distinction que tu viens de faire et que moi je trouve très importante. Être humble ne veut pas dire être faible ou, comme tu dis, accepter tout. C'est vraiment une posture qui peut même te rendre fort. Toujours, toujours. Oui, parce que être dans la compassion de l'autre, être dans l'humilité pour l'autre, permet à l'autre de s'engager vis-à-vis de toi. Et il se crée un lien plus facile, vraiment plus facile, c'est le mot qui convient. Et donc on arrive plus vite à ce dont on a besoin dans notre relation ou dans les relations entre deux personnes, deux entreprises, deux fournisseurs, un client et un fournisseur. C'est tellement plus facile quand on sait exactement ce que l'autre veut et quand on a l'humilité d'essayer de le comprendre avec humilité. Je voulais revenir sur notamment une expérience que j'ai apprise quand j'ai un peu préparé le podcast. C'est que quand tu es rentré à l'école hôtelière de Strasbourg, et j'ai appris que tu es très vite parti aussi, et tu as eu une expérience, on va dire, ce qu'on appellerait aujourd'hui internationale, mais auprès d'un service qui est pas commun, parce que tu as travaillé auprès du Shah d'Iran. Pour le Shah d'Iran. Pour le Shah d'Iran. Pour Sa Majesté impériale, le Shah d'Iran. Pardon. Pour Sa Majesté impériale, ce qui est vraiment pas commun. J'ai envie de te demander comment on accède à un tel service, en fait. Parce que c'est pas tout le monde qui pouvait y accéder, même aujourd'hui encore, alors, même si le Shah d'Iran n'est plus des nôtres, mais pour accéder à des services dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, c'est quand même relativement rare. Oui. Oui, ça s'est fait d'une façon assez bizarre, inattendue, puisque j'étais à l'école hôtelière et à la fin de ma presque deuxième année, donc ça clôturait mon diplôme de BEP, j'ai su qu'une société cherchait des personnes et sélectionnait des personnes, plus exactement, pour partir en Iran pour servir Sa Majesté impériale. Et tout le complexe qu'il avait prévu en Iran. J'ai immédiatement postulé. Et il y avait un problème à l'époque me concernant, c'est que j'avais que 17 ans. Et que pour pouvoir y aller, il fallait avoir 18 ans. Mais j'ai eu un bol terrible, parce que au moment où on postulait, j'avais 17 ans, mais le moment du départ était quelques mois plus tard, et j'avais 18 ans plus tard. Donc, ce truc a été levé, et 5 ou 6 personnes de l'école hôtelière ont été sélectionnées pour y aller. Il faut dire que l'école hôtelière de Strasbourg, à l'époque, avait déjà travaillé avec le Shah d'Iran, enfin pas avec lui, avec ses services, sur ces projets-là. Donc c'était naturel qu'ils reviennent chercher pour une partie du service des élèves de l'école hôtelière, comme il est allé chercher dans d'autres endroits, dans d'autres pays, d'autres compétences. Il est allé chercher des cuisiniers dans un hôtel-restaurant à Deauville. Il est allé chercher les gens pour les boîtes de nuit dans les boîtes de nuit de la Côte d'Azur. Certains arrivaient de Londres, d'autres arrivaient du Portugal. Enfin, ça venait de partout, quoi. Ils sont allés piocher comme ça ce qu'ils pensaient être les meilleures compétences pour eux. Bref, moi, dans tout ça, parce que pour répondre vraiment à ta question, j'ai pas mis plus de 5 secondes pour dire faut que j'y aille, quoi. En fait, j'ai sauté sur l'occasion. Je pense que dans la vie, il y a des choses comme ça qui se présentent et qu'on peut pas louper. Faut pas avoir peur. La notion de courage, là, est importante, surtout quand tu as 17 ans. Et le courage, la volonté, la persévérance sont des facteurs importants dans la vie professionnelle qu'on a tous à mener. Donc, un peu de hasard, beaucoup de persévérance et de courage,
Et puis vaille que vaille, quoi. Tant pis, je ne savais pas où j'allais. Mais ça me paraissait être une belle aventure. J'ai tenté ma chance. Et c'est et je vais avancer un peu dans les années, hein, mais c'est un état d'esprit on va retrouver notamment dans tes premières années chez McDonald's. Parce que, et je vais te laisser réexpliquer un peu le contexte, mais alors, suite à l'expérience avec Sa Majesté, le Shah d'Iran, tu es rentré en France, tu as retravaillé dans la restauration, si je ne me trompe pas, et c'est là où tu as découvert le McDonald's, donc l'entreprise McDonald's, avec des tout premiers restaurants, et tu vas te lancer dans cette aventure de manière pleine et entière, j'ai envie de dire, et qui va te porter jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, McDonald's n'était pas connu. Oui, tu as raison de faire le parallèle sur ce qui s'est passé en Iran et ce qui s'est passé avec McDo 79, parce que McDo venait à peine d'arriver en France. Et j'avais jamais entendu parler de McDonald's, et peu de gens en France en avaient entendu parler. Donc encore une fois, cette nouveauté m'attirait, je l'avais pressenti. Et il faut une dose de tu vois, et à un moment tu te dis, il faut que je saute dans la piscine, il faut que j'y aille, quoi. C'est de ça dont on parle. Et à un moment tu pars dans l'inconnu, et ton instinct te dit que c'est bon. Alors c'est comme ça que j'ai réagi. Et si on peut parler 2 secondes de l'instinct, de l'intuitif, pour moi c'est la forme la plus aboutie de l'intelligence. Et si tu sais t'écouter, si tu te connais, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, et que tu sais t'écouter et que ton instinct te dit ça c'est sûrement bon pour toi, et que tu y vas complètement, tu ne risques rien, à part te tromper, et c'est pas grave. Et c'est vraiment pas grave. Oui, parce que c'est ça aussi qui est... et j'aime beaucoup comment tu approches l'instinct. C'est aussi une notion qui est importante de se dire « je me lance ». Et c'est d'ailleurs ce que je pense tu portes aussi beaucoup avec Yao, c'est se lancer, et on peut se tromper. Au pire, on changera, on se relèvera, on fera autre chose. Donc c'est une notion très importante. Se tromper, c'est une chance. Il faut juste se dire ça, parce que dans tous les cas, c'est gagnant. Je me lance dans l'inconnu, j'ai fait une super expérience, c'est merveilleux, ça se passe bien. Je me lance, je me trompe, j'aurai appris quelque chose. Dans les 2 cas, j'ai gagné. C'est pas grave. Oui, complètement. Complètement. Et toi, sur ton expérience, ça montre que la saisine de cette chance, de suivre ton instinct, t'a porté sur, je pense, quelque chose que tu n'aurais pas imaginé à 17 ans quand tu as postulé pour le Shah d'Iran. Complètement. Mais tu sais, je rejoins cette histoire d'instinct avec notre discussion de tout à l'heure, où on parlait d'attitude, comment tu es, te connaître toi-même, et ainsi de suite. Plus tu te connais, plus tu es sûr de toi, moins tu as peur de toi. Plus tu es normal avec les autres, pas trop de vernis, on en met toujours un petit peu, ce qui est bien normal. Et plus tu arrives et mieux tu arrives à capter les gens qui sont comme toi sans vernis. Et plus ça match, plus ça colle. Donc tu sais reconnaître les bons des mauvais. Tu sais avec qui parler. Tu sais avec qui faire un bout de chemin. Parce que tu t'es autoprogrammé comme ça toi-même. Et tu as enlevé ton vernis, tu te connais bien, enfin, voilà, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu es une certaine pureté pour toi-même, et tu vas chercher la pureté chez les autres. Alors tu peux faire jouer autre chose que ce qu'on t'a appris à l'école. Tu peux faire jouer l'intuition, tu peux faire jouer, regarder les gens et lire les gens avec les yeux, écouter leur cœur, enfin toutes ces choses-là. Et ça t'indique plein de choses. Et là, ça te permet de moins te tromper. C'est une lecture très intéressante.
alors je n'aurais pas les mêmes mots, mais dans laquelle la philosophie, je pense, j'essaye de m'approcher très, très doucement. Donc moi, ça me plaît. Et justement, si on parle un peu plus de la décision, parce que pour donner un peu de contexte, et je vais un peu avancer sur les années professionnelles pour donner aussi un peu le contexte de ce que tu as fait. Alors je vais résumer de manière un peu honteuse, mais donc tu as poursuivi l'aventure McDo et tu as développé notamment les franchises McDo sur Rennes et, je ne vais pas dire l'île-Vilaine, parce que je crois que ce n'était pas toutes les Vilaines, mais c'est autour de Rennes. Au point, alors tu me corriges si je me trompe, de développer plus de 22 restaurants, plus d'une vingtaine de restaurants, McDonald's, qui est une grosse structure, plus de 1500 personnes à gérer. Donc voilà, c'est un gros développement. Et si j'en reviens à la décision, et notamment à cette notion d'instinct, toi, comment, au pic de cette structure, même, enfin, durant la vie de cette structure, est-ce que tu as toujours en matière de décision, est-ce que tu vas toujours suivre un instinct ou tu vas avoir d'autres méthodologies de décision? Je me fais confiance, je suis mon instinct, mais je suis fermé à rien du tout d'autre. Tu vois, dans cette histoire de décision, et je crois que c'est là où tu voulais revenir tout à l'heure, où tu es, au début, McDo s'installe en France, tu es salarié, et puis tu décides d'être franchisé. Le problème, c'est que tu ne décides pas d'être franchisé, tu demandes à être franchisé, et on te prend ou on ne te prend pas. Et du haut de mes 24 ans, avec le profil que j'avais, qui n'était pas un profil de chef d'entreprise que McDo recrutait. Il recrutait plutôt des personnes qui avaient 40 ans, avec un certain pécule. Moi, j'avais 24 ans et pas d'argent. Eh bien, je me suis dit, je vais quand même demander. L'instinct m'a poussé à faire ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je perds à demander? Rien, en fait, rien. Et figure-toi qu'on m'a refusé, mais pendant 3 ou 4 ans. Et pendant 3 ou 4 ans, j'ai persévéré dans cette volonté de devenir franchisé. Je savais que c'est ça que je voulais. Et ça payait un jour. Et alors, est-ce que c'est une espèce d'intelligence instinctive, émotionnelle, économique? Enfin, il y a un peu de tout ça. Mais le parallèle que tu fais entre telle école hôtelière et puis tu t'es choisi pour aller servir Sa Majesté impériale le Shah d'Iran, tu rentres chez McDo alors que McDo n'existait pas, encore une fois, puis tu es chez McDo, tu es salarié, tu deviens franchisé. Voilà, même chose, tout ça c'est... On dit souvent qu'il faut forcer le destin. C'est vrai, il faut forcer son destin, son propre destin. C'est pas qu'il faut... On n'a pas droit à tout dans la vie. On a droit aux choses qui sont à notre portée. C'est celle-là qu'il ne faut pas louper. C'est pas la peine d'aller chercher des trucs pour lesquels on n'est pas fait. Je ne suis pas fait pour tout. Et moi, j'étais fait pour ça. Et ça, j'en étais sûr. Donc, je l'ai demandé. Et on a fini par me le donner. Ce qui est une belle histoire, cette histoire de persévérance, hein, et de demander ce que beaucoup auraient, et potentiellement moi y compris, auraient arrêté au bout d'un an et demi, 2 ans de demander, disant non, bon, c'est pas fait pour moi. Donc c'est une belle leçon, je vais plutôt dire le mot leçon de persévérance. Et je suis d'accord sur le fait que il y a une intelligence. En fait, quand je regarde ton parcours, alors c'est très facile de faire des rétrospectives, hein, mais quand je regarde ton parcours et ton histoire et comment tu la racontes, c'est vrai qu'il y a tout un mélange d'intelligence émotionnelle, économique, comme tu disais, qui t'ont mené à faire les choix, qui sont révélés les bons choix pour t'amener aujourd'hui où tu en es. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'admire, très honnêtement, et qui me font dire que c'est un bon exemple. Oui. Tout ça pour dire que, tu vois, il faut se servir de ce que l'on est, de ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, notre ADN. On n'est pas tous fait pareil.
On a tous hérité de qualités et de défauts de nos familles, et ainsi de suite. Il faut le connaître, le reconnaître et s'en servir. Et pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Si déjà juste tu essaies d'être celui que tu es, c'est déjà beaucoup et ça peut porter loin. C'est ça que j'essaye de te dire, parce que on discute là, et puis ça me fait penser à plein de trucs, mais je parlais de persévérance, et tout à l'heure je t'ai parlé de mes origines. Ben, tu vois, hein, je dis toujours, moi la persévérance c'est l'arme du pauvre. Mais tout s'explique dans la vie, tout s'explique. Moi ça ne m'a pas dérangé de demander pendant 3-4 ans la même chose, d'essuyer des refus, parce que j'avais que ça. Tant qu'on ne m'avait pas donné un non ferme et définitif, j'avais aucune raison de m'arrêter. J'avais cette force-là en moi qui me vient de mes origines, où là je n'avais rien ou pratiquement rien. Donc quand tu n'as rien, tout est possible. Oui. Je ne sais même plus quoi dire, mais c'est effectivement très vrai, je trouve, et intéressant. Je vais en revenir un peu sur... parce qu'il y a aussi cette partie de décision donc que tu m'as expliqué sur tout ton parcours, mais j'en reviens un peu sur une fois qu'en tant que chef d'entreprise établi, alors pas forcément... ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu as mis aussi en place, durant ta carrière professionnelle, des méthodes de décision. Je m'explique, parce qu'il y a sûrement des décisions au jour le jour où tu prends d'instinct, parce que voilà, tu as la connaissance du métier, tu as la connaissance du secteur, mais pour des décisions notamment plus importantes. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas, mais pour des fusions, des acquisitions, ce type des décisions engageantes. Est-ce que toi, comment tu abordes ce type de décision ? Est-ce que tu as un process ? Est-ce que tu as une méthodologie ? Ou c'est purement de l'instinct ? Comment tu fais ? Alors, comment j'ai fait ? Parce que la façon dont je fais aujourd'hui n'est pas la même que celle que je faisais il y a 20 ans, ou 25 ans, ou 15 ans. Tu évolues dans la vie, tu te perfectionnes, tu t'affines. En tous les cas, quand tu y mets de l'intérêt. Alors quand je dis ça, dans la bouche d'un chef d'entreprise, ça fait penser à argent. C'est vrai, mais ce n'est pas cet intérêt-là que je pense. Chaque chose dans la vie doit être faite avec un certain intérêt, pour soi, mais aussi pour l'autre. Donc si tu fais les choses avec raison et intérêt, déjà ça élimine beaucoup de choses que tu fais parce que tu as envie de te faire plaisir, parce que tu as trop d'ego, parce que tu veux ressembler aux autres, parce que tu fais comme les autres. Moi, ces choses-là, ça m'a passé depuis très très longtemps. J'ai vite traversé ces pièges-là, hein, très très vite. La vie, c'est quelque chose de sérieux. Hein, il faut faire les choses avec intérêt. Quand tu prends une décision, est-ce que c'est bon pour moi ? Si on parle d'une décision d'entreprise, est-ce que c'est bon pour mon entreprise ? Est-ce que c'est bon pour mes salariés ? Est-ce qu'en prenant cette décision qui paraît bonne pour tout le monde, je suis toujours dans la loi ? Je ne suis pas hors la loi. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose sur du long terme ? Ou est-ce que c'est du court terme ? Est-ce que je vais me faire plaisir ? Ou est-ce que je vais faire un truc utile ? En fait, c'est ça la vraie question. Hein ? Utile ou se faire plaisir ? L'utilité, c'est parce que c'est l'intérêt. L'intérêt de tes salariés, l'intérêt de ta boîte, ton intérêt à toi, l'intérêt pour dans 5 ans. Voilà. Là, tu te poses les bonnes questions. Mais si c'est pour se faire plaisir, pour avoir la même voiture que tout le monde, ou une plus grosse, ou se dire « je fais un coup », comme on entend beaucoup de gens parler quand ils prennent une décision, de dire « ah, j'ai fait un bon coup ». Moi, tu vois, ce genre de truc, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui font des coups dans la vie ne durent pas longtemps. Et je rejoins l'histoire de la relation les uns avec les autres, où tu as besoin d'humilité et de respect les uns avec les autres. Les gens te respectent parce qu'ils ont observé que dans ta vie, tu as toujours été correct, par exemple. Et pour qu'on dise de toi que tu sois correct,
dans le temps, il ne faut pas que tu aies fait des coups et tu t'es envolé, tu es parti, tu n'existes plus. Non. Il faut que tu sois toujours là, constamment, en faisant les choses sérieusement, avec intérêt, pour toi bien sûr, mais pour ceux qui sont autour de toi. Alors tu es beaucoup plus prise au sérieux et sans doute que tes décisions apporteront plus. Hein. Il faut se méfier de l'ego. Il faut se méfier de se faire plaisir. Je ne te dis pas qu'il ne faut jamais se faire plaisir, mais tu peux te faire plaisir dans d'autres domaines. Tu peux te faire plaisir en allant au restaurant ce soir, quoi, tu vois. Je veux dire, pour les grandes décisions de ta vie, il faut que tu sois... Tu vois, c'est important, une entreprise. Tu t'engages toi, tu engages ton avenir, tu engages ta famille, tu engages les salariés autour de toi. Il faut que tu y mettes du sérieux, de l'utilité et de l'intérêt. Et cette notion de sérieux et d'engagement des autres, alors de soi bien sûr, mais des autres, est capitale pour moi et très intéressante comment tu le mentionnes, parce que ça t'est venu alors, pratiquement en deuxième critère. Dire voilà, il faut être sérieux, et c'est quand je prends ma décision, si je me mets un peu à ta place, et ce que tu m'as dit, c'est il faut que ça va m'engager moi, mais ça va m'engager aussi des gens autour de moi. Donc ça a un impact. Voilà. Et j'aime bien cette notion et cette réflexion de se dire, ok, quel va être l'impact pour les personnes, quel que soit bien sûr le choix, quel que soit l'impact que ça peut avoir. Est-ce que ça t'arrive, je reviens toujours sur le mode de décision, est-ce que ça t'arrive de ce qu'on dit de challenger un peu tes décisions? Parce que souvent, quand on prend des décisions, on est souvent seul. Est-ce que tu t'entoures de personnes, de conseillers, d'un environnement qui peuvent venir te challenger ou te dire cette décision est bonne, pas bonne, ou moi je la prendrai pas, voilà. Alors là, tu vois, il faut aussi beaucoup d'humilité pour la question que tu poses là. Parce que oui, j'ai autour de moi des personnes, j'ai plein de monde autour de moi, que ce soit des gens dans la direction, mais des gens aussi qui ne sont pas dans la direction. Et ça m'arrive de partager avec eux des réflexions et d'entendre leurs décisions à eux. Mais là, il ne faut pas avoir peur d'entendre le contraire de ce qu'on avait envie d'entendre. Autrement, il ne fallait pas lui poser la question. Quand tu interroges quelqu'un, s'il ne répond pas à ce que tu voudrais qu'il réponde, mais il ne fallait pas lui demander. Donc ce qui est important, c'est avoir l'humilité d'entendre quelqu'un qui te dit moi je ne pense pas comme toi, moi je ferais plutôt comme ça. Et ça vient enrichir. Et par ce biais-là, je t'invite à réfléchir aussi au fait de qui est autour de toi, qui t'entoure. Si c'est pour avoir des clones de toi-même, c'est sympa, tout le monde tu vas trouver tout le monde beau parce que tout le monde te ressemble, tout le monde va te faire plaisir, mais ça n'a pas d'intérêt économique et dans une entreprise. Il faut s'entourer de personnes différentes de soi et, si possible, des personnes plus fortes que soi, qui sont capables de te dire « là je ne ferai pas comme toi, là je ferai comme ci, là je ferai comme ça », ou « j'apporte ça à ta réflexion, qu'est-ce que tu en penses ?» Ces personnes qui sont meilleures que toi, elles te font grandir, elles te font devenir meilleur. Donc il y a un intérêt à avoir des personnes meilleures que soi autour de soi et de se faire challenger. Oui, je me fais challenger. Et surtout, je suis parfaitement capable de changer d'avis d'une seconde à l'autre. Je ne m'interdis jamais ça. Jamais. Il ne faut jamais s'interdire de changer d'avis. Il faut partir pour un objectif avec un but, toujours noble, bien construit, et ainsi de suite, mais se dire que je suis capable de changer d'avis demain parce que le contexte a changé, parce que j'ai évolué, parce que le marché a changé, enfin des choses comme ça. Donc, tu vois, il faut rester agile, s'entourer de gens qui sont plus forts que toi et qui ne pensent pas comme toi, et avoir l'humilité de travailler avec tout ça. J'aime bien c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que je découvre en fait. Je suis en train de relire un livre justement sur la prise de décision et
Et ça fait écho à ce qu'il dit dans ce livre. Je vais bien sûr me tromper, Olivier Sidoni, qui aborde ce sujet et qui explique un peu tous les process de décision qu'on peut avoir. Et il y a vraiment un aspect de se dire de s'entourer. Alors ce qu'il appelle effectivement des clones, pour être challengé. Et j'aime beaucoup cette notion d'humilité que tu amènes dans ce raisonnement parce que c'est nécessaire. Et je vais faire un parallèle, alors, qui est une interprétation très très propre, parce que je veux en parler aussi. Mais tu me diras, toi, si c'est ton objectif initial, c'est avec la création de Yahoo. Moi, j'ai retrouvé, quand j'ai rejoint Yahoo, et pour expliquer un peu ce qu'est Yahoo avec mes propres mots, c'était une association fondation, association, un fonds de dotation, voilà, fonds de dotation que tu as constitué, que tu as lancé pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Et moi, j'ai intégré avec mon ancien associé Diego à l'époque tout à la création. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je retrouve en fait ce qu'on est en train de se dire dans ce réseau. Et alors, je pense que toi, c'était peut-être un peu plus pensé que moi. Je pensais que c'était juste un réseau pour qu'on puisse se rencontrer, mais aujourd'hui, je l'analyse comme ça. De rencontrer des pairs qui vont avoir des avis très différents et qui n'ont pas hésité à te dire « Ah, tu veux faire ça dans ta nouvelle boîte ? Ouais, c'est bien, mais est-ce que tu as pensé à faire ça, ça, ça ?» Et ça, alors, en plus des éléments que tu vous apportiez avec les parrains, donc les personnes qui avaient un peu plus d'expérience, qui étaient d'amener des réflexions plus approfondies et tout ça. Donc, aujourd'hui, tu vois, je fais le parallèle et je ne sais pas si c'était l'intention initiale, mais en tout cas, j'ai toujours trouvé ça très... Moi, c'était un des meilleurs réseaux que j'ai suivi. Et j'ai envie de te poser la question, c'est pourquoi, en fait, Yahoo ? Yahoo, c'est un fonds de dotation qui veut aider les jeunes entrepreneurs bretons à monter leur boîte. Ça, c'est le titre. Et c'est ce qu'on fait. Mais il y a des objectifs qui sont révélés et qui sont cachés derrière ça. Un des objectifs, c'était de faire connaître l'entrepreneuriat aux jeunes. Parce que ça t'a pas échappé que dans Yahoo, on n'était pas à fabriquer des chefs d'entreprise ou des entreprises qui allaient rentrer au 440. On prend tous les chefs d'entreprise, quel que soit leur projet, pour les rapprocher du monde de l'entrepreneuriat. Donc c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était de mettre dans la tête des jeunes de Yahoo, quel que soit le devenir de leur boîte, qu'on peut s'épanouir en ayant sa propre boîte, mais surtout on peut le faire bien. Parce que au sein de Yahoo, on te tend la main, généreusement on te donne des conseils, on ne te demande pas d'argent, on essaye d'être le plus bienveillant possible. Et ça c'est le vrai but caché de Yahoo. Parce que j'espère que j'aurai fabriqué une génération d'entrepreneurs qui osera être bienveillant aux yeux des autres, à leur tour. Et en même temps, le quatrième objectif derrière, c'est pas des choses que j'ai pensées comme ça, et c'est arrivé au fur et à mesure, c'est que les chefs d'entreprise qui vous ont coaché, qui vous ont aidé, qui vous ont parrainé, ils se sont rendus compte eux-mêmes, ils se sont révélés à eux-mêmes, ils se sont dévoilés à eux-mêmes, ils sont aperçus qu'ils étaient capables de bienveillance, ils étaient capables de transmission généreuse. Ils se sont dit, waouh, je suis un mec bien quand même, tu vois. Ben tu vois, pour moi, la vraie réussite de Yahoo, c'est ça. C'est de se dire, on peut, sur un territoire, mais on pourrait être plus large, avoir des chefs d'entreprise généreux, bienveillants, qui tendent la main à des jeunes pour monter leur boîte, qui à leur tour vont devenir encore meilleurs, encore bienveillants. Parce que ce qu'on a besoin les uns des autres, c'est pas de réussir, c'est de réussir bien. Ce qui n'est pas la même chose. Il y a une distinction subtile dans les mots, mais importante dans les faits. Et je peux que approuver
et dire tout le bien que je pense de Yao pour l'avoir vécu pendant plus de 5 ans et pour tout ce que ça m'a apporté, parce que, comme je le dis récemment, j'estime avoir eu un parrain, une marraine dans ma vie d'entrepreneur, et Yao m'a fait rencontrer mon parrain qui était Jacques Delanoë, et que je salue très chaleureusement. Mais tu te rends compte de la chance que tu as eue d'avoir Jacques Delanoë? C'est incroyable, hein? Mais cette chance-là, ces moments que tu as passés avec lui, mais dans 20 ans, tu en souviendras encore. Tu te souviendras de la petite phrase qu'il t'a dit, du petit truc, du clin d'œil qu'il t'a fait. Tout ça, ça te servira. Ça te servira tout au long de ta vie. Et l'humilité qu'il avait, parce que au début, pour être très franc, Jacques Delanoë, je ne connaissais pas. J'ai appris à connaître le parcours et l'importance du monsieur dans les différentes études, et ça en impose. Et il a toujours été ultra accessible et ultra disponible, ce qui est souvent le maître mot en plus chez Yao, et je pense peu de filleuls pourront dire le contraire du parrain. Donc c'est vraiment une belle réussite, je trouve. Et puis j'en profite pour te remercier, parce que tu sais, tu as dû le changer, Jacques, aussi, grâce à votre parcours à tous les deux, parce que tu dis, il était bienveillant, il était sympa, il était ceci, mais peut-être qu'il l'est naturellement, mais il est devenu encore plus avec ces valeurs qu'on a dans Yao. Donc tu l'as aussi transformé. Donc je crois qu'il peut te remercier aussi. Je ne sais pas si j'ai eu grand effet, mais si j'ai pu. En tout cas, merci Mario. Ça a été un vrai plaisir de rééchanger, et ça faisait trop longtemps, en tout cas. Et puis, je te souhaite une bonne continuation dans toutes les aventures, et notamment chez Yao. Merci beaucoup, et puis je te souhaite aussi de réussir, et que ce qu'on vient de faire là pendant quelques minutes, ça soit utile pour toi, mais peut-être utile pour d'autres, tu vois. C'est pour ça que j'ai accepté de passer un moment avec toi. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée, au revoir. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager. Ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.